Comment se porte la ville de Pointe-à-Pitre? Quelles sont les finances de la ville? Eh bien, aujourd'hui, dans Face à la presse, nous recevons Henri Durimel, maire de Pointe-à-Pitre. Bonjour. Bonjour, Monsieur Friction, bonjour, André Jean Vidal. Bienvenue dans Bonjour, cette monsieur émission. le maire. Bonjour, Jean-Yves. Bonjour. Et donc, c'est pas le cheminement qu'on a l'habitude de faire, mais ça fait rien. On va prendre on va improviser. Parmi nous aujourd'hui, André Jean Vidal, comme à chaque fois, vous êtes là depuis pratiquement plus d'une dizaine d'années. Et oui, le temps passe très vite, mais toujours différent, vous avez remarqué? Oui, oui. On se renouvelle tout le temps. Exactement. Avant, c'était le quotidien local. Maintenant, c'est deux supports numériques. Un service de presse en ligne, Caribe Info, 24 heures sur 24, voilà. 24 heures sur 24, avec une petite équipe. Un magazine. Et un magazine, un e-magazine. Vous n'avez pas besoin de vous salir les doigts avec vous avez sur votre tablette et vous pouvez suivre l'actualité de Guadeloupe, Martinique, Guyane sur l'hebdo anti-Guyane. C'est le premier magazine régional, purement régional. Purement régional. Et adossé à aucun autre et hebdomadaire, chaque semaine. Ah, tous les samedis. Super. Alors, on embraye tout de suite. Je vous laisse l'honneur de poser la première question de cette émission. Quand j'ai connu Henri Durimel, nous ne nous tutoyions pas. Je l'ai vu une fois, il était dans un groupe, il n'était pas content du tout. Et je savais qui c'était quand même, il ne me connaissait pas. Et il était vert. Êtes-vous toujours vert? Plus que jamais, c'est pas juste une posture politique, être vert. Être vert, c'est mon mode de vie. Et je suis végétarien, je suis attaché à la nature, je suis sportif et je suis attaché à la qualité de vie. Je consomme le plus possible local. Donc c'est dans mon ADN que d'être un écologiste. C'est très bien, je vous félicite. J'essaie de suivre cette voie-là, même si je suis un peu plus enrobé que vous. Je fais moins de sport, mais je suis assez légumes, pays. On est tous obligés d'y venir. Hein. Les verts, souvent, l'écologie, c'est souvent un certain nombre de chapettes qui se tirent dans les pattes. Est-ce qu'en Guadeloupe, c'est comme ça? C'est vrai parce que les écologistes sont des gens très naturels, très directs, ils ne sont pas dans la langue de bois et donc souvent il nous manque un peu de capacité de conciliation, on est trop dans rigide et c'est vrai que chacun se croit plus écolo que l'autre et on a un petit côté donneur de leçons qui affecte nos relations. Ce qui fait que la gauche, les socialistes, d'autres aussi, la droite aussi, a sa petite touche écologique en profitant de vos dissensions. Peut-être pas parce qu'on a tellement milité pour l'écologie qu'aujourd'hui ça se généralise et c'est comme si tout le monde il est beau, tout le monde il est écolo et c'est vrai qu'on n'en a pas le monopole. Donc et pour nous c'est un succès, pour moi c'est une réussite que tout le monde se convertisse à l'écologie et que nous n'en ayons pas le monopole. Pourquoi pas? Et justement le programme écologique sur la ville de Pointe-à-Pitre. Eh bien, il faut un peu d'argent pour faire de l'écologie, malheureusement, même si c'est pour un retour à la nature. Mais nous sommes au stade où l'écologie nous permet d'exiger de nos agents un certain niveau de propreté pour la ville, même si nous n'avons pas encore atteint. L'écologie nous permet d'impliquer les citoyens, parce que l'écologie, c'est pas que la défense de la chlorophylle, c'est aussi la démocratie participative. C'est l'intelligence collaborative. On ne décide pas tout d'en haut et cracher les normes que les citoyens sont obligés de respecter. Nous sommes dans la construction collective d'un projet de développement pour la ville. Alors quel est-il justement ce projet pour la ville de Pointe-à-Pitre en écologie? La ville de Pointe-à-Pitre est une ville littorale qui s'ignore depuis toujours. C'est une ville qui n'a jamais embrassé sa dimension de ville littorale, une ville qui n'a rien à envier ni à Cannes, ni à Nice, et même Saint John, à Antigua. Donc nous sommes résolument tournés vers la mer, faire que Pointe-à-Pitre soit une ville qui animée par des activités nautiques, de l'Oasis à Fouillol, une ville qui développe Caroquet-Rabé, et nous sommes en train de travailler avec le port pour que nous puissions créer cette interface ancienne ville et le port, parce que le port même on regrette que c'est des barrières qui séparent la ville de la mer et les Pointois voient très rarement la mer. Donc il faut que nous puissions nous engouffrer dans le domaine maritime portuaire qui permettra à des commerces, à des grandes marques de venir s'installer en Guadeloupe et faire que les citoyens pointois et guadeloupéens bénéficient de la baisse des prix par le jeu de la concurrence et de l'arrivée de nouveaux commerçants.
Donc, ville écologique aussi en mobilité douce. Pointe-à-Pitre, c'est une petite ville de 2,6 km². Donc, on doit pouvoir en 5 minutes ou en un quart d'heure maximum se rendre dans n'importe quel endroit de la ville à pied ou à vélo. Donc, réduire la place de la voiture dans le centre-ville, ça aussi c'est de l'écologie, la participation citoyenne, comme je vous dis, et la désartificialisation des sols. Nous n'avons pas beaucoup de territoire, mais aujourd'hui, l'État, l'Union européenne exige que nous retournions à la nature des espaces, puisque comme vous voyez, la ville est facilement inondée parce que nous avons trop bétonné les sols et l'eau ne pénètre plus dans la terre mais se répand rapidement sur le territoire, causant des inondations par la vitesse de circulation de l'eau. Donc, ville écologique, Pointe-à-Pitre doit travailler à faire que la rue Vatable, qui est un canal, puisse retrouver sa dimension d'exutoire des eaux de la ville. Et donc, il faut reconstruire la rue Vatable avec, s'il le faut, un pont, que l'eau puisse circuler en dessous de la rue Vatable, en ayant comblé ce canal, on a obstrué l'eau et aujourd'hui, avec la montée des eaux liées au réchauffement climatique, la moindre construction, on touche tout de suite, les premières fondations, on est tout de suite dans l'eau de mer. Donc Pointe-à-Pitre a tout à gagner à vivre sa dimension littorale, à intégrer dans les politiques publiques cette proximité de l'eau. Ville universitaire aussi, Pointe-à-Pitre, puisque nous avons une université qui paraît déconnectée, car pour y aller, on a le sentiment qu'il faut traverser Saint-Domingue pour arriver à l'université de Fouillol, mais nous voudrions pouvoir construire une voie piétonne et cyclable le long du littoral qui permettrait aux étudiants de déambuler de Fouillol à la Darse, venir dans les différents cybercafés ou médiathèques ou autres infrastructures de la ville. Donc une piste cyclable qui partirait du campus jusqu'à la place de la ville. Le long du MAC, traverser la zone et pouvoir venir à pied, en flânant ou à vélo de Fouillol. Et ça nous permettrait de faire un enrochement le long du littoral pour protéger notre trait de côte qui est déjà rogné par la montée des eaux. On voit bien que certains restaurants du carénage commencent à basculer dans l'eau. Donc cela nous permettrait de faire l'enrochement et de surplomber cet enrochement d'une voie cyclable ou piétonne. Et je le dis à toutes les rencontres qu'on a avec l'État et Cap Excellence, où on parle de résilience, où on parle d'atténuation des effets du réchauffement climatique et d'adaptation, je leur dis que la première chose à faire pour Pointe-à-Pitre, c'est de renforcer notre côte et de permettre qu'on se balade le long de la côte. Ça coûte excessivement cher, ça. Mais on l'a fait à Basse-Terre. Vous voyez bien que de Rivière-Sens au centre de Basse-Terre, c'est un enrochement que, à l'époque, Mme Michel Chevry a pu financer avec des fonds européens, des fonds nationaux et autres. Et on ne peut pas nous dire que Pointe-à-Pitre va disparaître, parce que si on ne fait rien, c'est une ville qui est soumise à un aléa de submersion. Donc avec la montée des eaux et le réchauffement climatique, on nous annonce des risques de submersion de la ville. Donc on ne peut pas rester les bras croisés, il faut protéger nos côtes, mais cette protection ne doit pas nous couper encore plus de l'université de Fouillol. Donc c'est une ville portuaire, c'est une ville universitaire, une ville littorale, une petite ville avec un carrefour où toute la Guadeloupe vient à Pointe-à-Pitre. Tous les transports en commun viennent à Pointe-à-Pitre. Et quand on voyage de Malaisie à Pointe-à-Pitre, c'est Kuala Lumpur, Pointe-à-Pitre. C'est pas Kuala Lumpur, Abim. Donc nous avons une attractivité naturelle, nous avons des atouts naturels, il ne nous manque que l'argent. Et nous irons chercher. André Jean. Voilà. D'ailleurs, deux choses. La première, vous auriez pu dire que c'est Saint-Malo-Pointe-à-Pitre. On aurait souhaité. Par exemple. Bon, que la route du Rhum soit Saint-Malo-Pointe-à-Pitre. Là, je vous titille un petit peu. Hein, mais c'est route du Rhum, destination Guadeloupe. C'est ce qui est important. Nous sommes une Guadeloupe unie. Les enrochements et l'aménagement, c'est Basse-Terre. Ça a été fait aussi, ça continue d'être fait à Capesterre. C'est fait au Moule depuis longtemps, c'est fait à Sainte-Anne depuis longtemps. Il n'y a rien que Pointe-à-Pitre. Moi, j'ai vu ça, ce dont vous venez de parler, il y a 20 ans, sur des plans au port autonome. C'était ça, c'était cette idée-là de partir là et de supprimer même. Maintenant, on est en train de refaire sur le port, au fond, vous voyez, une zone technique. Or, la zone technique, elle devait partir de l'autre côté, à Jarry, de façon à mettre les caboteurs à cet endroit-là et réserver tout le reste des quais ouvert sur la ville, de façon à faire une ouverture. Et ensuite, à partir de la Darse, ça continuait
en passant par carénage, jusqu'à à la pointe et à l'université. C'est ça qu'il faut faire. Mais Mais c'est ce qu'on pourquoi souhaite ça faire. ne se fait pas, ça ne se fait pas? Il n'y a pas d'argent. Mais nous, on n'en a pas, mais de tels travaux ne peuvent pas être financés que par Pointe-à-Pitre. Ah non, Il y a une petite c'est partie qui a été faite quand même comme ça. Oui, de très, l'Oasis oui, oui. à la gare maritime. C'est un peu comme ça que vous voudriez Voilà. faire, Voilà, que ça surtout le... continue, que ça prolonger continue tout le long. l'enrochement qui va- Voilà. Que ça Prolonger continue cet tout le long. enrochement et l'élargir pour que nous puissions marcher dessus. Marcher et puis avoir des vélos, Voilà, la piste cyclable. la piste Parce cyclable. que voilà, ouais. on va devoir réduire la place de la voiture. Vous voyez la rue Frébeau, ça ressemble à un capharnaüm, ça ressemble à un silo. À l'entrée de la rue Frébeau, ça aurait pu être une belle avenue avec des trottoirs beaucoup plus larges, quelques petits arbustes tous les 60 mètres où on peut flâner, s'arrêter, manger une glace, acheter un journal, s'asseoir sur un banc, flâner. C'est embouteillé quand même. Draguer, pardon. C'est embouteillé. C'est très embouteillé parce que trop de voitures s'engouffrent dans la ville. Mais c'est parce qu'on n'a pas assez de possibilités de stationnement en périphérie. En entrée de ville, nous devrions pouvoir agrandir les espaces de stationnement. Ça manque. Donc nous avons ce parking de Bergevin où 500 places sont offertes gratuitement, mais le Guadeloupéen a aussi un attachement à la voiture qui est excessif. On n'a pas besoin d'aller avec sa voiture jusqu'à la caisse. Vous voyez. André Jean. Voilà. Vous avez fait certaines rues qui sont on peut stationner que sur un côté, Ouais. Ouais. plutôt que des deux côtés. Oui, oui, ça existe. Certaines rues, c'est comme ça. Et vous Mais- allez mais- multiplier. Pourquoi, par contre, la rue Frébeau aurait nécessité ceci. Je sais pas, une semaine d'un côté, une semaine de l'autre côté, etc. Ça aurait permis de dégager plus de place. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée pour habituer. Mais on pourrait commencer par ça, mais vous savez que les plus attachés au stationnement à la rue Frébeau, ce sont les résidents, les propriétaires de commerce et leurs employés. Donc à 8 heures, vous arrivez à la rue Frébeau, il n'y a plus aucune place pour se garer parce que les tenanciers de boutiques et leurs salariés viennent très tôt et prennent toutes les places. Donc ça ne sert même pas leur Ça clientèle. ne sert pas à leur clientèle, ça ne leur sert pas Voilà. économiquement, Non, c'est et pas voilà, c'est des une zones bonne mortes. idée. Voilà, Voilà, oui, ce sont des zones mortes. Oui, oui. Et donc c'est dommage, mais vous savez, il y a un changement de mentalité parce que depuis quelques temps, l'Union des services et des commerçants de Pointe-à-Pitre organise des journées de rue piétonne. Il y en avait une Il y en samedi avait une, dernier. qui devait se dérouler, donc qui s'est déroulée de samedi à... Alors il y a quel est le quelques bilan jours. justement de cette rue piétonne qui s'est passée Mais récemment? les échos que j'ai, parce que le deuxième adjoint de la ville et le président de l'USCP, M. François Pelléculier, des échos que j'ai, puisqu'il a échangé avec moi là-dessus ce matin, en réponse à quelques personnes qui protestaient, qui disaient que ça ne leur avait pas été bénéfique, il m'a expliqué que 90% des personnes, des commerçants, considéraient que c'était une réussite. Alors moi, je leur ai proposé qu'on fasse un sondage, qu'on fasse passer un de nos employés avec une feuille où les gens mettraient favorable ou défavorable sur leur approche de cette piétonisation. Moi, je veux aller plus vite. Donc, quand je vois qu'eux, ils font des opérations ponctuelles de piétonisation, je suis favorable dans la mesure où je me dis ça habitue les gens à l'idée que ce sont les piétons qui passent à la caisse et non pas les bagnoles. Parce que la plupart des commerçants vous disent « Ah non, si tu enlèves les voitures de la rue Frébeau, les commerces sont morts. » Je leur dis que ce n'est pas les voitures qui passent à la caisse, ce sont des piétons. Et toutes les rues piétonnes du monde, je prends l'exemple de Sainte-Catherine à Bordeaux, ce sont des rues très animées. Et à Pointe-à-Pitre même, la rue la plus animée, c'est la rue piétonne. Bien sûr. Alors vous parliez il y a un instant, c'est le nerf de la guerre, c'est les finances. Ouais. Quelles sont les sources de revenus aujourd'hui de Pointe-à-Pitre? Comment financer tous ces projets, ces beaux projets de rue piétonne, de réaménagement du littoral? Est-ce que vous êtes soutenu par l'État, par la région, le département, voire Cap Excellence? Alors très bien, moi je peux vous dire que nous sommes arrivés, nous avons trouvé une ville avec un déficit qui représentait 200% de nos recettes de fonctionnement. C'était combien la faillite, près de 100 millions, non? Lorsqu'on a entamé la procédure de révocation de l'ex-maire, c'était 90 millions qui étaient annoncés. Et depuis que nous sommes élus, nous avons mis en place une convention avec l'État, le quorum, contrat de redressement outre-mer. Et en vertu de ce contrat, l'État nous verse chaque année, depuis l'année dernière, donc ça va être la deuxième année, 1 million. L'année dernière, ils ont payé pour nous 1,2 million de factures qui stagnaient à la perception depuis plusieurs années et qui généraient 2 millions d'intérêts moratoires chaque année. Donc ils ont payé 1,2 million pour nous, pour permettre à des petits commerces et des petites entreprises guadeloupéennes d'avoir un peu d'oxygène. Donc en vertu de cette convention quorum, l'État nous a mis à disposition un expert, en l'occurrence une experte, Madame Emmanuel. Et j'entends les élus le dire que depuis qu'elle est arrivée, cette dame, c'est comme si on était dans une caverne dans le noir et qu'elle a allumé la lumière, puisque ça nous a permis
de faire l'opération vérité, le toilettage des comptes de la ville qui ont fait apparaître que le déficit était de 90 millions parce qu'il y avait des dépenses dont on ne justifiait pas les avoir déjà payées. On ne savait même pas de quels actifs la ville disposait pour que nous ne payions pas de taxes foncières sur des biens qui ne sont plus à nous. Le Centre des Arts, par exemple, a été transféré à Cap Excellence. On ne peut plus payer la taxe foncière pour ce bâtiment qui n'est plus à nous. Il en était ainsi de la Renaissance aussi. Donc il y a un toilettage qui a été fait. Et nous avons également fermé les vannes du gaspillage. Et aujourd'hui, au 31 décembre 2021, c'est un déficit de 30 millions d'euros, 37 millions d'euros que nous avons, bien loin des 47 millions qui étaient projetés par la Chambre régionale des comptes. Donc on a fait mieux que la trajectoire que la Chambre régionale des comptes nous imposait. Et nous espérons finir 2022 avec 20 millions de déficit. La principale dépense de la ville de Pointe-à-Pitre, c'est quoi? C'est des dépenses de fonctionnement avec un gros pourcentage de dépenses du personnel. La ville de Pointe-à-Pitre a un personnel pléthorique. C'est triste, mais nous ne pouvons rien faire contre puisque ce sont des fonctionnaires. 99%, 100% sont des fonctionnaires puisqu'on avait 2 contrats qui sont arrivés à leur terme et que je n'ai pas renouvelés. Notamment pour le directeur des affaires financières qui a démontré qu'il était plus pour un comptable du privé que comptable connaissant la comptabilité publique. Donc nous avons avec Madame Emmanuel cette experte que l'État a mise à notre disposition. Nous avons donc enclenché une trajectoire de redressement. Et ça coûte excessivement cher? Mais on ne paye rien, donc ça ne nous coûte pas. C'est un autre service gratuitement. Pointe-à-Pitre bénéficie de la meilleure directrice des finances qu'on puisse avoir sur le territoire aujourd'hui, expert en finances qui était à Kourou en mission, qui est en Guadeloupe maintenant et qui nous aide à redresser cette ville véritablement, qui nous permet de mettre en place des échéanciers. Vous savez que la Caisse des écoles de Pointe-à-Pitre ne payait pas les cotisations sociales. Quand j'entends certains jaser sur les médias et que leurs proches présidait la Caisse des écoles de Pointe-à-Pitre sans payer les cotisations à la Caisse nationale de retraite. Vous avez des gens qui travaillent à la ville de Pointe-à-Pitre et à la Caisse des écoles pour lesquels on n'a pas cotisé pendant plusieurs années. Comment ça se passe alors? C'est nous qui avons mis en place un échéancier aujourd'hui pour payer en même temps que les cotisations courantes les arriérés, pour éponger ces arriérés et permettre que les personnes qui partiront à la retraite pourront percevoir leur retraite. C'est une chance pour nous puisque sur les 700 personnes que la ville paye à la Caisse des écoles, au CECAS et dans l'administration, nous espérons que 200, d'ici la fin de notre mandat, que 200 partiront à la retraite. Donc nous n'avons pas à licencier, nous n'avons pas à renvoyer des gens, nous avons à faire une gestion saine. Nous avons payé 1 200 000 € récemment de rappel de salaire qui étaient dus au personnel et qui n'étaient pas payés puisque leur carrière n'avait pas été régularisée, redressée comme il le fallait. Donc nous avons procédé à la régularisation des carrières et payé 1 200 000 €. Nous avons adhéré à la Caisse nationale d'action sociale qui permet aux employés de la ville de bénéficier de prestations en cas de décès, de départ à la retraite, de passage du permis. Donc j'ai pris un soin particulier à l'égard de ce personnel parce que, comme je leur dis, je ne peux pas aller à la guerre pour redresser Pointe-à-Pitre sans une armée forte. Or, le personnel, c'est notre armée. Donc, ceux qui trouvent que nous caressons dans le sens du poil, je laisse cette critique à leur compte, puisque je sais que si nous ne motivons pas le personnel, nous n'allons pas pouvoir accomplir notre mission, et je pense que le personnel le comprend bien. André-Jean Vidal. Souvent, enfin plusieurs fois, depuis votre élection, vous avez fait des opérations nettoyage. Vous êtes là, en tenue. On sent que vous avez vraiment l'art du coutelas et de la binette pour enlever les racines. Vous êtes accompagné. Est-ce que les employés municipaux sont invités? Est-ce qu'il y en a qui viennent? Les employés sont invités. Les agents municipaux, les agents municipaux sont invités. Beaucoup participent. Il y en a qui ne participent pas, mais beaucoup participent. Et les entreprises aussi nous aident. Plus d'une trentaine d'entreprises sont venues à notre secours, des entreprises auxquelles parfois nous devons de l'argent et qui, la confiance que je restaure fait qu'elles me disent « Monsieur le maire, on veut vous aider car on voit que vous faites des efforts et que dès qu'il y a de la trésorerie, vous nous payez ».
Donc les citoyens aussi, les associations prennent une grande part. Et c'est plus au-delà du nettoyage. C'est une cohésion. C'est une cohésion sociale, C'est ça. c'est un sentiment d'appartenance à la ville que nous développons. Tout à fait. Et l'attachement à ce qu'on a nettoyé, on ne le salit pas. Mhm. Quand on nettoie devant sa porte, on veille à ce que le tiers ne vienne pas y déverser des déchets. Donc cet état d'esprit est en train de transformer Pointe-à-Pitre. On voit bien que c'est une ville en ébullition, où chaque week-end il se passe quelque chose. Les associations sont valorisées, le personnel est valorisé et mis à l'honneur. Lorsqu'il y a un agent qui se signale par un engagement dans sa mission, on le met en photographie, on le filme, on le met sur les réseaux sociaux pour que les gens sachent que leur ville est propre, grâce à M. Pombo, par exemple, qui est sur la place de la Victoire. Donc la démarche de grand nettoyage citoyen vise à transformer les mentalités, vise à faire que Pointe-à-Pitre ne soit pas l'affaire d'autrui, mais l'affaire de nous tous. Et je pense qu'on y arrive. Parce que quand on n'a pas d'argent, il faut avoir des idées. Et quand il n'y a pas d'argent, comme je l'ai dit, on n'a pas d'argent, mais on a les gens. Et les gens, c'est une richesse à Pointe-à-Pitre. Bien, merci Monsieur le maire. Alors nous aussi on a besoin d'argent, donc c'est l'heure de la publicité. Nous voici de retour dans l'émission Face à la presse. Vous regardez ETV. Cette émission est diffusée également sur MyTV Caraïbes. Elle est faite en partenariat avec la presse locale et la presse numérique. André-Jean Vidal, journaliste, est présent. Je vous laisse embrayer sur la première question de cette deuxième partie d'émission. Et si on parlait chlordécone? Parce que c'est quand même vous qui êtes à l'origine de cette affaire, de ce dossier. Vous avez déposé plainte il y a combien d'années? 2006, 23 février 2006. Voilà, 16 ans. Il y a 16 ans, vous avez déposé plainte. Où en est-on 16 ans après? Eh bien, 16 ans après, il y a eu une longue période où on n'en entendait pas parler, puisque nous en étions les seuls à ferrailler là-dessus. Et depuis quelque temps, il y a un frottillement et tout le monde parle de chlordécone. L'enquête a effectivement avancé et moi je voudrais quand même, quoi qu'on dise, saluer et rendre hommage aux magistrats qui ont fait un travail formidable. On peut dire ce qu'on veut, mais si ces magistrats, il y a eu trois binômes qui se sont succédés, puisque c'est toujours deux personnes et c'est souvent des femmes qui ont été attelées à ce dossier-là et elles ont fait un formidable travail d'investigation. Vous êtes en train de nous dire que ça prend de l'ampleur, que ça avance? Aujourd'hui, on sait tout sur le chlordécone. Le dossier que moi j'ai, puisque beaucoup ne l'ont pas parce qu'ils n'ont pas accès en raison du secret de l'instruction, mais le dossier que j'ai, et heureusement que c'est sur les CD, mais ce que j'imprime, ça remplit une armoire au cabinet. Donc, sur le chlordécone, on sait dans quelles conditions on a accordé l'autorisation initiale après l'avoir refusée. On sait aussi comment on a accordé une dérogation et comment des entreprises pervertes ont contourné la dérogation pour les avait autorisés à écouler leur stock. Certains ont renouvelé leur stock sous prétexte qu'ils avaient mal compris la dérogation. Ils avaient pensé que c'était l'autorisation de n'en importer plus. Alors de continuer d'importer, qu'en voilà, fait, c'était écouler ce qui était déjà sur le territoire. Ce qui était sur le territoire. Et donc il y a ça. On sait déjà les actions menées par diverses personnes qui ne sont pas que des, comme on dit, que des béquets, parce qu'on a tendance à vouloir raciser ou en tout cas ethniciser cette affaire-là. C'est pas qu'une affaire de blanc contre noir. Il y a eu des gens de toutes couleurs qui ont fait du lobbying pour le chlordécone. Il y a eu des Guadeloupéens, Martiniquais, Bontais. Des élus. Il faut le dire. Qui ont fait du lobbying parce qu'à l'époque, il fallait sauver la banane guadeloupéenne, sauver les emplois. Et au niveau de l'État, ça allait sauver la balance commerciale de la France. Et puis comme on le sait, il y a des sociétés qui finançaient les campagnes électorales. Alors, il y a aussi je ne me hasarderai pas ça, c'est moi qui me hasarde. On fait de la corruption, donc je dis ça, c'est moi qui me hasarde. Ce que je dis, c'est que le chlordécone a été agréé en Guadeloupe et en Martinique et son utilisation a été prolongée parce qu'il y avait une demande collective, il y avait des pressions de personnes fortunées, oui, mais il y a eu aussi des lobbies de politiques qui ont cru qu'il était bon de lutter contre le charançon pour permettre à la banane guadeloupéenne et martiniquaise de résister à l'invasion de la banane dollar. Et sauver les emplois. Et sauver les emplois. Et c'est souvent ce qu'on entend, c'est beaucoup de nos plages ont été gâchées, souillées comme un moule, par exemple, par des hôtels qui ont bénéficié de la défiscalisation et après sont tombés en ruine puisque les actionnaires des SNC n'avaient rien à cirer de la Guadeloupe, mais ils avaient à toucher leurs gains fiscaux. Donc le chlordécone a été à un moment une sorte de crime systémique
C'était un système à un moment donné qui voulait qu'on pollue sans penser aux hommes, qu'on pense au fric sans penser à la santé. Et donc c'est ce qui nous fait aujourd'hui que nos sols sont empoisonnés pour 700 ans et nous-mêmes, 92% des Guadeloupéens et Martiniquais ont du chlordécone dans le sang depuis le cordon ombilical. Vous attendez quoi de cette procédure? Donc je disais que les juges ont fait un formidable travail et on peut craindre aujourd'hui qu'au-delà des investigations, que cela se termine en nœud de boudet et qu'il y ait un non-lieu, mais moi je ne me résigne pas. C'est à cause de la prescription. Voilà, je ne me résigne pas à ce qu'on nous oppose la prescription, car c'est, comme disait le doyen Carbonnier, qui est un pont en droit en France, il dit que le droit est flexible. Il y a la règle de droit, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Et entre la loi et l'esprit de la loi, il y a encore de la place pour l'intelligence. Donc nous allons intelligemment nous battre pour démontrer que les délits et crimes liés au chlordécone sont intemporels, puisque c'est pour 700 ans. Donc tous les systèmes en place seront pas achevés que le chlordécone continuera à sévir. Donc ne nous parlez pas de temps. Le chlordécone est hors du temps. Donc on va aussi démontrer, comme la Cour de cassation a déjà posé les jalons, que lorsqu'un crime a été occulté, on ne peut pas reprocher aux victimes de n'avoir pas agi à temps, puisque les victimes ne savaient pas qu'on les empoisonnait. Donc la prescription ne peut courir qu'à compter du moment où on commence à le savoir. Or, le chlordécone, ce n'est qu'en 2005 que l'État a pris la première mesure pour interdire la pêche à Capesterre où on pêchait en eau chlordéconée, du poisson chlordéconé qu'on vendait au bord de la rue et que tout le monde achetait, y compris des fonctionnaires de l'État qui se rendaient à Bastel, qui s'arrêtaient pour acheter le poisson chlordéconé. Donc s'ils savaient, eux, avant 2005 et qu'ils n'ont rien fait, c'est encore criminel. Mais si ce n'est qu'en 2005 qu'ils se rendent compte qu'on empoisonne le peuple guadeloupéen et martiniquais, il ne peut pas, en 2006, être trop tard pour agir. La Cour de cassation dit aussi que lorsque le crime ou le délit était occulte ou occulté, ce n'est que lorsque les parties civiles étaient en mesure d'agir, lorsqu'on a découvert que... cette jurisprudence a été récemment appliquée dans une affaire où des associations de défense de l'environnement ont porté plainte pour des déchets qui avaient été stockés en un endroit de façon illicite. La Cour de cassation a cassé l'ordonnance de non-lieu en disant qu'on ne peut pas reprocher aux associations d'avoir agi trop tard, alors que ces déchets avaient été enfouis et dissimulés. Donc la prescription commence à partir du moment où on le sait. À côté de la découverte, à côté du moment où on sait. On ne peut pas être en retard alors qu'on ne savait pas qu'il fallait agir. Donc nous allons défendre cette position-là. Là, le juge n'a pas encore rendu l'ordonnance de non-lieu, mais on peut s'y attendre car personne n'a été mis en examen. Il y aura peut-être une ordonnance de non-lieu. Nous allons en interjeter appel. Nous ferons la quête pour aller à Paris, pour payer les billets, parce que moi, contrairement à d'autres, je travaille gratuitement dans ce dossier depuis tantôt. Donc nous irons, le bâtonnier Islin était allé avec moi parce que cette plainte aurait pu être classée depuis 2007, puisqu'on nous a opposé l'irrecevabilité de notre plainte, et c'est lui et moi qui sommes partis à Paris avec mon confrère Jean-Claude Durimel, qui avons plaidé, défendu, et la Cour d'appel de Paris a cassé cette volonté du procureur de classer l'affaire et a ordonné au juge d'instruction de continuer les investigations. Donc cette enquête, j'en suis satisfait, même si aujourd'hui on ne peut pas passer à la phase condamnation, mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça la finalité? Est-ce que c'est d'envoyer 1 ou 2 ou 5 personnes en tôle ou encore les faire payer une amende? Ça ne changera rien. Nous, c'est un combat pour des macro-politiques à l'échelle de tout le territoire antillais. Comment faire pour que nous ne puissions pas léguer aux générations de 700 ans à venir une terre chlordéconée? Donc il faut mettre l'argent qu'il faut pour faire les recherches et dépolluer mètre carré par mètre carré. C'est possible. Madame Sarah Gaspard a entamé des études qui montrent que même en récupérant des sargasses sur nos rivages, on peut les transformer en charbon actif et entreprendre un processus de dépollution. Ça va être long, mais 700 ans, c'est effectivement long. On ne va pas rester 700 ans à nous voir mourir et à décréter que le nouvel homme guadeloupéen, c'est l'homme guadeloupéen chlordéconé. Finalement, on peut en faire quelque chose des sargasses. Mais comment? Comme quoi dans la vie, qu'on est l'écologiste, on doit plutôt penser en termes de réutilisation, transformation, plutôt que brûler, jeter, se débarrasser. Donc pour moi, la démarche de Sarah Gaspard et des autres chercheurs, cette démarche, elle est positive. Donc on se bat pour ça, on se bat pour la prévention, pour que les gens qui veulent enfanter, les couples
les jeunes couples qui vont avoir des enfants, qu'on puisse leur donner un traitement ou encore un régime alimentaire qui les mette à l'abri, car il est dit que si on consomme pas de chlordécone pendant 5 mois, la dose qu'on a dans l'organisme peut sortir, peut s'estomper. Donc, comment faire pour que les jeunes couples soient mis à l'abri, pour que leurs enfants ne soient pas chlordéconés depuis le cordon ombilical? Donc, c'est des réponses macropolitiques que nous attendons et nous avons le sentiment que par notre mobilisation, par l'action juridique et judiciaire, nous allons y parvenir, mais notre but, ce n'est pas de faire chacun avoir 10 000 euros dans la poche et continuer à avoir son cancer. Ce n'est pas le sens de notre combat. Donc vous travaillez bénévolement, entre guillemets, pour le sport, pour l'histoire. Non, mais c'est ma nature. Oui, c'est bien. C'est bien, oui. C'est un militant. Et ce que je peux donner à mon militantisme, c'est mon expertise juridique. Donc vous n'avez pas de clients. Vous n'avez pas de clients dans ce dossier-là. Non, j'ai pas de clients et les clients c'est pour les autres qui viennent faire de la pub et qui disent allez, donnez-nous 150 euros et nous allons vous obtenir 20 000 euros et malheureusement ils n'ont rien obtenu. Mais celui qui a pris 150 euros par personne avec 1240 clients, eh bien c'est 120 000 euros d'honoraires. J'ai jamais touché ça ni dans le dossier chlordécone ni dans aucun dossier. Un avocat a fait ça. Oui, j'ai vu la pub, j'ai lu la publicité qui circulait. On demandait aux gens de cotiser 100 ou 150 euros et on vous promet 20 000 euros de préjudice d'anxiété. Et le tribunal administratif de Paris a dit, oui, l'État, on peut dire que l'État a commis des fautes de négligence, mais de là à dire que votre anxiété est liée à cet empoisonnement, vous ne le prouvez pas, donc vos requêtes sont rejetées. Et donc on leur propose de faire appel, je suppose que ça va être 100 euros encore par personne pour faire appel, 100 euros multiplié par 1240, ça va faire encore un magot, un pactole pour un avocat. Moi je trouve que quand même, nous qui avons prospecté, nous qui avons créé ce champ d'investigation, puisque maintenant on peut considérer qu'on a offert du chiffre d'affaires à des avocats de passage, et pour moi là c'est un peu abject. André-Jean Vidal. Le CAC. Si on parlait du CAC. Le CAC c'est chez vous. Oui. C'est chez vous. Oui. Mais c'est pas votre bâtiment. C'est en face de la mairie. C'est pas votre sol. C'est ma friche. C'est votre friche quand même. Oui. Oui. Je l'ai dans la vue tous les matins. Et oui, c'est ça. Et je ne peux pas m'accommoder de ça. Voilà. Et donc, alors il y a eu une avancée quand même. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une avancée là. Vous savez, ça fait près de 10 ans qu'on annonce chaque année l'inauguration du Centre des Arts. L'ancien maire à Chalamet de chaque élection. L'inauguration du début des travaux. Voilà. Oui, même ici, dans Face à la presse, à chaque fois on y avait le droit. Oui. J'ai trouvé des journaux de l'ancien employeur d'André-Jean Vidal qui annonçait à la veille de chaque élection l'inauguration du Centre des Arts. Donc nous, on veut sortir de cela, de cette manipulation où on fait des bonnes déclarations, il n'y a rien qui se passe, puisque moi j'ai présidé une commission, un comité de pilotage du Centre des Arts la semaine dernière, et ce qui m'est apparu, c'est que effectivement Cap Excellence avait confié à de nouveaux maîtres d'œuvre la réflexion pour voir comment optimiser le bâtiment en état avec un coût de travaux qui serait moindre, mais finalement on est toujours dans la même zone que les 39 millions d'euros qu'on estimait être nécessaires pour que ce bâtiment soit achevé. Donc 17 millions déjà payés, il manquait 22 millions. Aujourd'hui, il nous manquerait pas 22 mais 18 millions, puisqu'on nous dit qu'on va faire 2 tranches de travaux, 9 millions et quelques, 2 fois. Une première tranche qui permettrait d'utiliser une salle basse et un autre espace d'accueil et qu'on soit fonctionnel une année plus tard. Et une deuxième phase dans un autre temps, donc en tout 18 millions qui viendraient s'ajouter aux 17 millions. Alors sur combien de places justement, à peu près, une salle de combien de places? La première salle qui va être ouverte, on vise 200 personnes, 200-300 personnes pour fonctionner dans un premier temps. Mais tout cela, c'est bien beau sur le papier. La question, c'est de savoir où est l'argent. C'est pour des réunions de patronage, ça. Où est l'argent? La question, c'est qu'aujourd'hui, c'est 0 place. Donc, quel que soit ce qui est proposé, nous sommes preneurs. Alors, on a reçu ici Michel Mado qui nous a dit justement sur ces histoires de places, 300 places, est-ce qu'il y a une rentabilité derrière? Moi, je pense que c'était pour moi un fiasco. Ce qui a été... On a gâché le Centre des Arts. Nous avions un petit Centre des Arts qui avait sa fonction, qui a tellement joué son rôle qu'on y est attaché viscéralement. Ça nous manque le Centre des Arts. Donc, en voulant faire un bâtiment pharaonique, on a tout gâché, puisque comme souvent l'ex-majorité municipale entamait des choses sans compter. Ils sont restés tellement longtemps qu'ils avaient fini par croire que la ville leur appartenait et qu'ils pouvaient faire tout et n'importe quoi sans se demander d'où viendrait l'argent. C'est pour ça que la fiscalité aujourd'hui à Pointe-à-Pitre est confiscatoire. Alors justement, c'était les enjeux électoraux aussi, c'est qu'on s'est aperçu que beaucoup d'organismes quittaient Pointe-à-Pitre. Donc il n'y a plus de Centre des Arts,
la police a déménagé, la sécurité sociale, la poste. Est-ce que maintenant, dans le nouveau projet que vous portez, est-ce que justement pour augmenter cette fiscalité, faire revenir ces sociétés, c'est maintenant impossible, non? Et comment? Mais nous espérons vraiment que grâce au dispositif Action Cœur de Ville, où il y a environ 112 à 120 projets qui vont se développer à Pointe-à-Pitre, vous avez vu que les galeries Nausières sont en cours de démolition à l'angle de la rue Gambetta et des rues Gambetta et Nausières. Vous avez vu qu'un certain nombre de projets sont déposés à Pointe-à-Pitre et j'ai bon espoir, moi, que dans les 3 années à venir, Pointe-à-Pitre sera en chantier et on commencera à inaugurer en 2024-2025. Donc, et la ville a un potentiel qui est sa centralité. Tout le monde vient à Pointe-à-Pitre, tout le monde converge vers Pointe-à-Pitre. Donc on ne perdra pas tout. La sous-préfecture y est restée, le tribunal y est resté, et nous avons un certain nombre d'investisseurs qui vont créer de l'activité à Pointe-à-Pitre. Samedi, on va inaugurer la première station de vélo électrique à Pointe-à-Pitre. Donc tous ceux qui veulent attacher à la mobilité douce pourront déambuler à Pointe-à-Pitre et laisser leur voiture en périphérie. Donc pour finir sur le Centre des Arts, qui est aussi un point d'attraction à Pointe-à-Pitre, le Centre des Arts, moi je souhaite qu'on passe une convention avec les occupants, parce que pour l'instant, ce qu'on nous promet, c'est un peu la lune. À dire que l'État va mettre 1,8 million, la région 1,8 million, le département 1,8 million et le fédéral 1,8 million. Mais on est loin des 18 millions. Mais le calcul qui est fait, c'est que ces 18 millions sont répartis entre tous les bailleurs sociaux, d'abord par 9 millions. 9 millions qui seraient divisés en apport de 1,8 million et quelques de la région, de l'État, de Cap Excellence et du FEDER, le Fonds européen de développement régional. Donc, moi, ma seule réserve, c'est qu'on n'a même pas un commencement de promesse d'accorder ces subventions. On met ça sur le papier et on dit les travaux commencent le mois prochain, alors que en gestion administrative, vous ne pouvez inscrire une recette que si vous avez une réponse du bailleur de fonds. Celui qui vous a promis de vous donner 1,9 million, vous l'inscrivez et après vous faites les démarches pour concrétiser la promesse. Mais rendre public que le Centre des Arts va ouvrir alors qu'on n'a même pas encore demandé les subventions qui constituent ce plan de financement de 9 millions d'euros, c'est ne pas dire la vérité aux Guadeloupéens et au point 3. Et c'est pour ça que de ce point de vue, je me suis désolidarisé de mes collègues en leur disant, même si vous dites que ça va commencer en 2023, nous ne pouvons pas continuer à ignorer l'existant. L'existant, c'est qu'aujourd'hui, ce chantier est occupé par des artistes qui s'appellent les artistes en résistance. On ne peut pas faire comme s'ils ne sont pas là. Ils sont parvenus à s'imposer comme des partenaires parce que je vois que même des élèves, des écoles, des touristes vont visiter ce chantier. Il paraît que c'est illégal. C'est illégal. C'est dangereux. C'est illégal et dangereux. Donc, moi qui suis maire, je ne peux pas aller sur le terrain. J'ai des amis artistes qui disent « Harry, t'es jamais venu nous voir ». Mais imaginez que j'aille visiter ce squat, puisque c'est un squat, et qu'on me prenne en photo. Et que dans un procès, puisque Cap Excellence annonce des procédures pour les évincer, si dans un procès intenté par Cap Excellence contre les occupants, on met dans le dossier de plaidoirie la photo du maire comme étant une sorte d'agrément, le maire vient, le maire cautionne cette occupation, je serai mal. Donc je préfère résister à l'envie qui me prend d'aller voir les belles œuvres qu'on me dit et qu'il y a à l'intérieur. Je suis un militant, je suis Harry Durimel Écoloto, mais en tant que maire, j'ai une fonction, je suis le premier magistrat de la ville, je suis officier de police judiciaire, je ne peux pas me permettre de commettre une telle erreur. Il faudrait mettre une visite virtuelle en fait peut-être. Non, j'espère qu'on va passer une convention et que cette convention permettra qu'on sache qui est responsable de quoi, et là j'irai visiter bien volontiers. Et s'il y a une convention, donc on légalise l'occupation, et donc à ce moment-là, il va falloir remettre l'électricité qui a été supprimée. Ah non, la convention va prévoir tout ça. La convention va prévoir que si vous voulez mettre de l'électricité, vous mettez vous-même, et ça a un prix. Il y aura certainement aussi une sécurisation des lieux, des endroits où ils pourront aller, recevoir du monde, pas aller, etc. Non, moi c'est pas ce que j'ai proposé. Ma proposition, ce n'est pas de prendre en charge l'occupation actuelle. C'est de faire avec, de constater qu'il y a des citoyens, des Guadeloupéens et autres qui sont sur place, qui exposent eux-mêmes et d'autres à un danger, qu'il y a des nuisances puisque le foyer derrière a porté plainte, les résidents se sont plaints de nuisances nocturnes, donc nous ne pouvons pas rester là et regarder ça. Donc ce qu'on souhaite,
c'est que les occupants prennent leurs responsabilités. Vous ne pouvez pas être des occupants qui se contentent de donner des leçons aux politiciens, les mépriser, les insulter, et que vous-même, vous êtes dans la passivité. Donc, il faut une responsabilisation des occupants. Et j'ai eu la réponse, on m'a dit qu'il y a une association. Donc, on a un interlocuteur qui est une personne morale, le problème, que me dit un ami architecte, c'est que s'agissant d'un chantier, ils n'auront jamais une assurance. Donc, ça va rendre impossible l'occupation, parce que sans assurance, personne n'est responsable. Là, je viens visiter, je suis invité par, je ne vais pas te dire des noms, que je connais bien, je me casse une jambe. Eh bien, votre hôte vous prendra en charge parce qu'il vous a invité. C'est pas la responsabilité du maire comme c'est sur cette... Mais le maire, il y a des panneaux partout disant que l'accès à ce chantier est interdit. Donc, si vous y rendez, vous êtes en infraction. Vous vous mettez en infraction et donc il faut que je me débrouille avec les autres. La jurisprudence est constante. Lorsque vous vous êtes causé un préjudice par une faute de vous-même, vous êtes responsable de votre propre errement. Donc je peux attaquer les occupants. Vous attaquez déjà vous, d'être allé là, d'être allé dans un endroit non sécurisé. Certainement, je vais le regretter. Mais oui, si vous jetez à l'eau, mais si vous faites une convention quelque part, vous reconnaissez l'occupation. C'est pas sur l'objet, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que m'ont opposé mes collègues qui n'ont pas voulu voter cette convention. Non mais juridiquement, vous reconnaissez. C'est cher maître. La loi dit que la convention tient lieu de loi entre les parties. Je ne vais pas signer une convention dans laquelle je vais dire, par cette convention, je reconnais la licéité de votre présence. Je vais mettre dans cette convention un préambule qui dira que vous occupez le centre des arts de manière illicite, que vous l'occupez à vos risques et périls, que cependant vous faites venir des tiers sur ce site qu'il convient de définir les responsabilités, que article 1, les artistes en résistance reconnaissent occuper à leur risque et péril le centre des arts. Article 2, le collectif ou l'association est assuré contre les risques Y, Z et Z'. Et tout va être clair, mais pour l'instant, c'est l'omerta, c'est le maquis, c'est l'anonymat. S'il arrive quelque chose, on viendra demander au maire pourquoi vous n'avez pas barricadé le centre des arts. Alors pourquoi vous n'avez pas barricadé le... C'est pas chez lui. C'est pas chez lui, c'est à Cap Excellence. Le chantier appartient à Cap Excellence. Oui, d'accord. Il dit l'avoir sécurisé par des panneaux et une petite clôture qui a été vite écartée pour y pénétrer. Donc maintenant ça appartient à Cap Excellence. Oui, et Cap Excellence, selon ce qui me parvient, a fait délivrer des sommations aux occupants pour quitter les lieux. Donc Cap Excellence est mis à l'abri. Vous êtes là parce que vous n'avez pas déféré à la sommation. Donc Cap Excellence n'est pas là, le président Jalton, il n'est pas non plus né de la dernière pluie. Non, il est aussi prudent que vous. Voilà, il n'est pas né de la dernière pluie, il a déjà fait savoir aux occupants que vous êtes là, vos risques périls et dégagés. Donc il ne parte pas, et moi je ne souhaite pas non plus que ça se termine non plus en confrontation générale avec les forces de l'ordre et tout, puisqu'il y a quand même une compréhension de l'exaspération pour les artistes de 12 ou 13 années de paralysie du centre des arts. Et moi, je pense que les personnes qui ont créé cette situation, les artistes en résistance, devraient plus que ça les mettre en cause. Or, je constate que l'ouverture de l'occupation, ce sont ces personnes qui ont tué le centre des arts, qui sont montées sous les estrades, aller faire des discours hypocrites. Vous parlez de qui exactement? L'ancien maire de Pointe-à-Pitre était sous les estrades, a appelé les gens à manifester pour sauver le centre des arts, qu'il a tué. Et j'espère que le parquet national financier va accélérer l'enquête qui est en cours pour savoir où sont passés les millions d'euros qu'on a payés. C'est un projet qui devait coûter 17 millions d'euros, qui aujourd'hui est évalué à 32 millions d'euros. Vous qui avez accès justement au compte maintenant de la ville, puisque vous êtes maire, oui. Où est passé cet argent? Eh bien, lorsque l'argent n'est pas utilisé à bon escient, généralement on ne sait pas où il est passé. Expliquez-nous ça exactement, comment ça fonctionne. Il y a des comptes à rendre, il y a un marché, il y a un trésorier, public, oui, il y a le comptable public, la règle de la séparation. Donc, la règle de la séparation. C'est difficile d'emporter de l'argent comme ça. Mais moi je ne dis pas qu'ils ont emporté l'argent. Non. Je n'ai jamais dit ça. Non, mais justement, c'est pour ça qu'il faut le préciser. Voilà, il faut préciser parce que je n'ai jamais dit que l'ancien maire est parti avec 22 millions. Je dis que le projet a été estimé au départ à 17 millions d'euros. On a déjà payé 17 millions d'euros. Le centre des arts devait être achevé. Donc au départ, il y a eu un... Mais alors cet argent est bien parti quelque part. Donc, non, mais vous parlez que d'argent, je parle d'estimation. Le projet a été estimé à 17 millions d'euros.
Aujourd'hui, on a déjà dépensé 17 millions d'euros et le projet est loin d'être achevé. On a mal estimé Donc, au de deux départ. choses l'une. Soit on a mal estimé au départ, Oui. que la personne qui vous a dit 17 millions vous a dit 17 millions tout simplement pour emporter le marché et battre les autres en disant moi je le ferai à 17 millions d'euros. Il s'est bombé le torse en disant je vous donnerai un super centre des arts. Mais ça n'est plus là, son entreprise. Et finalement, c'est pas 17 millions, c'est 39, mais 32 millions. On nous dit qu'il manque 22 millions, donc c'est 39 millions d'euros pour l'achever. En tout, on a déjà dépensé 17, il manque 22. Donc, les frais d'architecte. Plus du double en fait. Les frais d'architecte qui devaient coûter environ 1 500 000 euros sont aujourd'hui à 4 millions d'euros. J'ai proposé qu'on attaque cet architecte. Mais qu'est-ce que l'architecte a dit à l'ancienne équipe ou à la Mais nouvelle ils disent que équipe oui, les surcoûts, les normes sismiques et que les nouvelles normes, la découverte d'un sol différent et tout cela fait que les coûts se sont amplifiés. Mais j'ai demandé qu'on lui fasse un procès car il nous a promis un centre des arts à 17 millions d'euros et aujourd'hui c'est le double. C'est des plans seulement. Et pardon? C'est des plans. Non, c'est un architecte, un cabinet Babel, avec un architecte qui vient de Paris, et avec lequel on a rompu, puisque j'ai vu que c'est une nouvelle maîtrise d'œuvre qui nous a fait cette nouvelle proposition de nouvelle programmation. Donc le Centre des Arts est un gouffre financier, un gouffre qui a résulté de l'imprévision, de l'incapacité de l'ancienne équipe municipale à estimer des choses et à s'en tenir au financement disponible. C'est ce qu'on nous propose encore. On nous propose de faire démarrer les travaux alors qu'on n'a même pas des promesses de financement. Donc il faut rester raisonnable et ne s'engager que lorsque l'argent sera sûr. Au moins, des échanges que j'ai avec des représentants de l'État, de la région, personne ne semble vouloir vraiment s'investir sur le Centre des Arts parce qu'on considère que le Centre des Arts n'est pas dans un endroit où ça peut être rentabilisé et il faudrait faire que des concerts à 100 € la place pour pouvoir payer après le coût de 500 des arts. Déjà maintenant, quand on fait des concerts à 2000 places, c'est pas rentable. À 3000 places, c'est pas rentable. Sauf si on fait payer 700 € la place. Oui, mais non, mais c'est pas Et possible. à 380 places, ça va être quoi le billet? Mais non, mais c'est pas On est dans la déraison, c'est pas possible. On est dans la Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu Mettre un parking. être malheureux, se dire quand même le Centre des Arts que j'ai bien connu, verser une larme, démolir, faire autre chose là et puis construire ailleurs. Mais c'est trop tard, c'est ce qu'on aurait pu faire, au départ, à l'origine. Au départ. Mais il est peut-être encore le temps parce qu'il faut trouver 22 millions d'euros. Oui, mais il y a eu tellement de dépenses déjà. Combien il y a eu de dépenses déjà? Moi, je ne dirais jamais ça, que les 17 millions d'euros donnés par les contribuables guadeloupéens. Mais il faut encore donner 22 Mais non, mais c'est millions. impossible On maintenant. ne peut pas écraser. Moi, je pense qu'il faut faire s'associer au privé. Et dans la nouvelle programmation, on parle d'impliquer les privés, on parle d'offrir des terrasses à des restaurateurs, à des commerçants dans l'artistique et le culturel pour pouvoir louer des espaces et pouvoir rentrer de l'argent pour achever la deuxième phase. Il faut faire Beaubourg, il faut faire le musée d'Orsay. Voilà. Donc, avec des. Il y a déjà un musée boutiques, avec. Non, il n'y a pas de musée. Mais moi, je ne pense pas que c'est complètement ingérable, Non. un chantier inachevé, puisqu'on a vu ça dans d'autres villes d'Europe. Oui. On a vu des artistes prendre en main des chantiers, proposer des solutions. On appelle ça des friches. Oui, il y a eu en Allemagne, par exemple. Absolument. Il y a eu des exemples où des artistes en résistance ont proposé des choses pour faire vivre l'endroit et non pas rester qu'à critiquer, qu'à gêner et à cracher sur les élus. Parler d'Allemagne de l'Est. Non, mais il n'y a pas que l'Allemagne de l'Est, en Allemagne de l'Ouest, en Allemagne maintenant, puisqu'il n'y a plus Est et Ouest, il y a une productivité artistique qui peut jaillir de cette occupation, et c'est à cela que je voudrais qu'on puisse, vers ça que je voudrais qu'on tende. Mais on est crispé, on se dit que si on passe une convention, on va légaliser, donc on ne parle pas à ces gens-là. Me disent, Harry, tu veux proposer une convention, il est temps qu'on les foute dehors, mais aucun d'entre eux ne sera là pour aller les mettre dehors. Donc moi, je pense qu'il faut être raisonnable, il faut regarder cette situation en face, savoir que ce sont des êtres humains, des citoyens, et qu'on doit leur parler. Une dernière question. Et la Renaissance. Ah, la Renaissance. Parce que, je vous invite demain après-midi. Parce que, oui, je viendrai, nous viendrons. Mais parce qu'il y a eu la maison de Saint-Jean-de-Perse, il y a la Renaissance. Voilà. Mais on a garanti que... La façade serait reconstruite à l'identique. Voilà. Et c'est l'État qui paye. Donc, vu de face, ça sera comme avant. Ça sera comme avant, puisqu'on a un bailleur de fonds qui est l'État, et à ce que je sache, l'État français n'est pas en faillite. Donc l'État français a promis de reconstruire la façade dès la fin de la démolition, et ça va commencer là d'un moment à l'autre. D'ailleurs, le préfet Rochat suit le dossier particulièrement, puisque chaque fois, il est venu sur place. Et le sous-préfet participe à toutes les réunions que nous avons dû orchestrer pour faire qu'on libère la place de la Victoire. Il faut dire que c'est à côté de la préfecture. Non, c'est peut-être parce que
la maison Saint-Jean-de-Perse les a un peu. C'est son petit quartier, il y a le Non, mais tribunal, c'est il y a dans le le... quartier de la sous-préfecture. Hein? Mais aujourd'hui, la place de la Victoire, on va avoir un coup de main de l'État pour la requalifier. Le cinéma Renaissance, l'État va reconstruire la façade parce que c'est situé en face du pavillon, autre monument classé. Donc l'État, Cap Excellence et la ville de Pointe-à-Pitre se sont ligués là pour redorer l'image de la place de la Victoire. La sous-préfecture va être en travaux pendant 2 ans. La Renaissance, on présente demain l'investisseur qui va nous reconstruire un cinéma avec 5 places et d'autres salles vouées à d'autres activités artistiques et culturelles. Mais il y aura plusieurs salles, dont une à 200 ou 300 places et des petites places à 50, à 80 places. C'est un cinéma, mais ça sera un lieu de théâtre, de création artistique, un multiplex. Donc demain, ça sera la Renaissance de la Renaissance. Très bien. Bien, merci pour ces derniers mots pour l'émission Face à la presse sur ETV. On vous réinvitera régulièrement, bien sûr. André-Jean Vidal, une petite promotion de la presse numérique. Nous avons fait un joli dossier sur les habitudes de consommation des Martiniquais qui ont changé. C'est fait par Calistat. Et Vincent Tacita de Calistat m'a dit que vraisemblablement tout ce qui s'est passé en Martinique avec le confinement et tout, en termes de changement d'habitude de consommation, ça peut être calqué pour la Guadeloupe aussi sans aucune difficulté, ce qui fait que les gens vont, malgré que tout soit rouvert, moins au cinéma, vont moins dans les restaurants, préfèrent rester chez eux, cocooning. Je vous accueille chez moi plutôt que d'aller déjeuner quelque part et on se sentira mieux. Plutôt que d'aller à Porto Rico, à Axtad ou ailleurs, selon nos moyens financiers, nous resterons en Guadeloupe et j'emmènerai ma petite famille visiter le Moule ou visiter Basse-Terre. Les vacances, découvrir le pays, c'est vacances au pays. Voilà. Super. Voilà. Ce sont les nouvelles habitudes des Martiniquais et il semblerait que ça soit transposable en Guadeloupe. Absolument. Voilà. Bien, mais, donc on peut retrouver le magazine sur quelle adresse? On peut retrouver le magazine sur l'hebdo-anti-guyane.com. Ok. Bien. Plaisir. Merci, voici, c'est la fin de cette émission. Retrouvez-la sur replay sur le site internet de la chaîne ainsi que sur replay.gp. Cette émission, bien sûr, est diffusée en direct sur Facebook et vous pouvez la retrouver, bien sûr, sur Canal Satellite, Orange TV et SFR Numéricable. Retrouvez également cette émission sur MyTV Caraïbes. Voilà, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.